Bonjour, bonsoir plutôt. Bienvenue à cette séance du ordinaire du mois d'octobre. Je vous souhaite bienvenue à tous là, dans la salle. On a beaucoup de gens là, ce soir dans la salle. Bienvenue aux gens sur Facebook. Pour ceux qui ne le savent pas, on est en direct sur Facebook. On retransmet la séance. Pour débuter, je vais discuter d'un point majeur qui est la nouvelle réglementation sur les ondes inondables. Je vais vous donner un peu là, où est-ce qu'on est rendu là, avec tout ce dossier-là. Présentement, on est le 9 octobre. On doit la consultation sur les zones, dans le fond, le projet de règlement. Le projet de cadre réglementaire se poursuit jusqu'au 17 octobre. Donc, c'est la date limite pour déposer un mémoire. Donc, si vous avez des documents, un mémoire à déposer au gouvernement, vous avez jusqu'au 17 octobre. Comme on vous l'a dit souvent là, ici à l'Assemblée, nous allons déposer un mémoire qu'on a juste ici. Ce mémoire-là, on va le déposer à cette assemblée-ci pour fin de consultation à la population. Donc, je vous annonce tout de suite qu'on va avoir une séance spéciale, une séance extraordinaire la semaine prochaine, mercredi prochain, à 16h30. On n'a pas le choix de la faire de bonne heure là, parce que je dois quitter pour Québec parce que le lendemain, on a un sommet municipal avec l'UMQ. Grosso modo, la rencontre la semaine prochaine, on va déposer officiellement le mémoire parce qu'on s'en va dans le fond, on s'en vient vous consulter là, pendant la prochaine semaine face au mémoire. Et la semaine prochaine, on va déposer officiellement le mémoire final et on va déposer aussi la pétition qu'on vous fait signer depuis quelques semaines déjà. Donc, on va déposer ça officiellement au Conseil de ville le 16 octobre pour après ça envoyer tout le mémoire et la pétition au gouvernement le 17 à la date limite là, qu'on doit envoyer ça. Donc, à partir de demain, vous aurez accès à ce document-là. Vous allez retrouver ça facilement sur notre site Internet. Quand vous allez arriver, vous allez cliquer vsmsll.ca. Les premières lettres de Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Vous allez tomber sur le site Internet. Il va y avoir un pop-up, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir là, directement. Vous allez cliquer parce que cette fenêtre-là va vous amener directement à la bonne place au mémoire. Donc, si vous cliquez sur cette fenêtre-là, vous allez arriver au mémoire, vous allez pouvoir cliquer là-dessus puis consulter le mémoire. Si vous avez des questions, des commentaires, après ça, vous allez pouvoir envoyer ça à Info Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Là, encore là, il va y avoir là, dans la page dédiée dédiée aux zones inondables, vous allez avoir l'information où envoyer vos commentaires. Idéalement, c'est qu'il faudrait recevoir vos commentaires d'ici le 14. On n'avait pas vraiment statué là-dessus, mais on va vous trouver une date butoir parce qu'on ne veut pas avoir les commentaires le 15 au soir pour travailler toute la nuit pour le lendemain. Donc, on va vous mettre une date, là, soit le 14 ou le 13 idéalement pour émettre des commentaires. Puis à partir de ce moment-là, on va le terminer. On va prendre les commentaires qui sont pertinents et possiblement là, amender notre mémoire pour après ça le redéposer officiellement au Conseil. Voilà. Pétition. À date, on a... la CMM a donné un bon coup de main. CMM, Communauté métropolitaine de Montréal. Pour ceux qui sont moins, qui connaissent moins là, toutes la CMM, dans le fond, la CMM englobe 82 villes dans le Grand Montréal. Nous faisons partie de la CMM. La CMM a dévoilé des cartes préliminaires qui ont été faites en fonction de toute la documentation que le ministère de l'Environnement, que le gouvernement a mis en place. Parce qu'il faut comprendre qu'à partir du 10 juin,
quand ils ont annoncé la refonte réglementaire, la refonte du cadre réglementaire, ils ont mis à la disposition pour la consultation un paquet de règlements, après ça aussi des guides de méthodologie. La communauté métropolitaine de Montréal a pris ces documents-là et à partir des informations que le gouvernement a données, a fait des cartes préliminaires. On ne cachera pas que ça a créé un certain remous parce qu'on est la grande région de Montréal, on est les seuls au Québec à avoir accès à des cartes préliminaires parce que c'est, à ma connaissance, c'est la seule entité, la CMM, qui a pris tout ce dossier-là et a fait des cartes avec ça. Donc, je ne cacherai pas que ça a fait quand même une bonne secousse là, quand on voit ces cartes-là et qu'on voit l'ampleur du règlement. Sauf que d'un autre côté, je pense que c'était important que les citoyens prennent conscience de l'ampleur, que l'impact que ce règlement, que ce projet réglementaire-là aura s'il est adopté tel quel comme ça. Parce que chez nous, c'est 2000 résidences. Pointe-Calumet, c'est 96 % de la municipalité. On a une partie de Saint-Joseph aussi qui est touchée, Deux-Montagnes. Et sans compter les autres municipalités aussi qui n'ont pas d'OPI, c'est le nouveau nom là, concernant la digue. Oka, Saint-Placide ont aussi des enjeux là, au niveau des cartes. Donc, le fait que la CMM ait dévoilé des cartes, je ne vous cacherai pas que ça a accéléré notre processus là, au niveau de la pétition. Depuis le 30 septembre, on voit un flot constant à l'hôtel de ville de gens qui viennent signer la pétition, que ce soit autant des gens qui habitent au sud du chemin d'Oka qu'au nord du chemin d'Oka. Je suis en mesure de vous dire qu'en ce moment-ci, on a à peu près 5300 signatures de notre pétition. Il faudrait donner un dernier boost là, pour faire en sorte que, idéalement, si on est capable d'avoir plus de 6000 signatures, ça serait mais déjà, on a 25 % de la population qui a signifié qu'il y a un appui là, avec la municipalité là, face à ce cadre réglementaire-là. Mais il faudrait avoir le maximum de personnes. Donc, à partir de ce moment-là, on avait dit qu'à partir du 11 octobre, c'était la date limite pour signer la pétition. On va donner jusqu'au 15 octobre pour aller signer la pétition. Il va y avoir un message téléphonique qui va être envoyé aussi à tous les gens qui sont inscrits. Je vous rappelle les endroits. On a le centre communautaire, on a l'hôtel de ville et le garage municipal qui sont là, dans les heures ouvrables de bureau. Et on a la bibliothèque qui, la semaine, ferme à 20 h le soir. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite grandement à signer la pétition. Ça concerne les gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut vraiment faire en sorte que les gens appuient le mémoire et qu'on envoie un message clair au gouvernement que le projet qui est présenté comme ça, il faut qu'il retourne à la table à dessin pour être revisité. Donc, ça fait le tour un peu du portrait. Fait que si je résume, on a une assemblée extraordinaire la semaine prochaine où est-ce qu'on va déposer officiellement la pétition puis le mémoire et on va envoyer ça au gouvernement. À partir de demain matin, 10 h, vous avez accès au mémoire pour le consulter et on donne un délai supplémentaire pour la signature de la pétition jusqu'au 15 octobre. Et j'invite tous les gens qui nous entendent aujourd'hui à avertir leurs voisins, à essayer d'en parler le plus possible aux citoyens martelacois, martelacoises pour qu'ils viennent signer cette pétition-là. Ça a un impact majeur pour la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et un impact majeur pour les 2000 résidences qui seront touchées là, si ce règlement-là est adopté tel quel. Fait que ceci dit, je pense que toute l'information est là. L'information se retrouve sur le site Internet de la ville. Et puis, au nombre de personnes qu'il y a dans la salle, et je présume que aussi sur Facebook, là, on aura quelques questions à la période de questions. Et puis, les élus sont disponibles aussi là, après l'Assemblée pour en jaser et seront disponibles au cours des prochaines journées. Fait que ça fait le tour de ces points-là. J'ai rien oublié? Parfait.
Nous allons passer 1.1, l'ordre du jour. Qui propose l'ordre du jour tel que soumis? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 1.2, période d'intervention. On a notre première période d'intervention. La première période d'intervention, c'est seulement et uniquement sur les points qui sont à l'ordre du jour. Nous en avons deux. La première, c'est sur l'ordre du jour. Et la deuxième, qui vient après les résolutions, c'est ouvert à tous les sujets. Donc, on donne priorité aux gens dans la salle et après, on va se tourner vers les gens sur Facebook. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui désirent poser des questions sur les points de l'ordre du jour que nous avons adoptés présentement? Non. Sur Facebook? Non plus. Donc, on va aller à la prochaine période d'intervention va venir après l'adoption des résolutions. 1.3, période réservée aux élus. Nous avons Mme Lamontagne, district numéro 1. Oui, bonsoir. Moi, je voulais profiter de l'occasion pour dire que le 4 décembre prochain, ce sera la fête des aînés. C'est une fête qu'on aime beaucoup, le conseil. C'est toujours un bel après-midi qu'on passe. Donc, avec des personnes de notre ville qui souhaitent se joindre à nous. Je sais que c'est au mois de décembre, sauf que je voulais vous en parler parce que la période d'inscription pour l'événement vient de commencer. Vous pouvez aller consulter le site Internet de la Ville ou appeler au numéro de téléphone de la Ville. On va vous envoyer au bon endroit pour vous inscrire à cet événement. Donc, c'est le 4 décembre de 13h30 à 16h30. On a jusqu'au 24 novembre pour s'inscrire. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. District numéro 2, Mme Wallot. Oui, bonsoir. Moi, je vais vous parler ce soir. C'est le 18 octobre prochain. Ça va être la Nuit des sans-abri. Ça va avoir lieu à Pointe-Calumet. Il va y avoir différents organismes sur place. Ça va être au parc Albert Cousineau. S'il y en a qui veulent venir par solidarité, rejoindre le regroupement qui va être là, il va y avoir des organismes comme le Café Parenthèse, il va y avoir la petite maison de Pointe-Calumet, la maison des maisons de jeunes, tout ça, il va y avoir des travailleurs de rue. Donc, c'est pour souligner le nombre, finalement, de sans-abri que nous avons, qui augmente sans cesse. Là, malheureusement, on sait que le coût de la vie est très élevé, que le coût des logements aussi. Donc, ça crée des situations difficiles comme ça dans notre population. Et on porte tous ce soir le petit insigne ici qui représente une couverte, justement, pour cette journée-là. C'est l'insigne pour la Nuit des sans-abri. Donc, je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Madame Surprenant, district numéro 3. Oui, bonsoir. Le conférencier Dr. Georges L'Espérance, neurochirurgien, passera nous rencontrer pour nous informer de tout ce qu'il faut savoir sur l'aide médicale à mourir. Si le sujet vous intéresse, ça aura lieu le 1er novembre à 13h30 au centre communautaire. Par contre, il faut aller sur la plateforme Voilà pour vous inscrire. Et c'est bien sûr une activité pour les 18 ans et plus. L'information se trouve aussi dans notre vision sur le lac à la page 26. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Limoges, district numéro 4. Oui, bonsoir à tous. Dans le fond, moi, je vous parle d'un événement qui s'en vient là, le 26 octobre prochain. C'est le sentier hanté Trac et Trouille. Donc, ça va être situé à l'école secondaire Liberté Jeunesse. Puis, dans le fond, on invite tous les gens là, qui veulent y participer là, en grand nombre. Là. Vous êtes tous les bienvenus. Il n'y a aucune inscription requise. Puis, dans le fond, pour les jeunes enfants, là, de 2 à 8 ans, c'est de 14h à 16h. Et tous les gens de 9 ans et plus, là, c'est de 18h30 à 20h30. Donc, c'est le 26 octobre prochain. Donc, on vous invite en grand nombre. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Boyer, district numéro 8. Oui, donc bonsoir. Je veux juste souligner 2 journées qui s'en viennent prochainement pour les citoyens. La première, c'est la collecte de sang du maire qui va avoir lieu ce vendredi, le 11 octobre, de 13h30 à 19h30 au centre communautaire. Et la deuxième c'est la journée des collectes des résidus domestiques dangereux et le déchiquetage des documents personnels qui va avoir lieu le 19 octobre au garage municipal de 8h à 16h. Donc, c'est des services qui seront disponibles pour vous. Donc, venez en grand nombre si vous en avez besoin. Merci.
Parfait. Merci beaucoup. Ça complète le point réservé aux élus. Point 2, procès-verbal. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2024 tel que soumis. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. 3.1, dépôt du rapport de la Commission de l'aménagement du territoire et de la toponymie. Monsieur Monsieur Marc-André Daou, exactement. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire ça très rapidement. La commission, cette mois-ci, on nous a présenté de la carte de zonage, puis on s'est questionné sur la numérotation des zones. On aimerait que ça soit un peu plus agréable puis facile à consulter pour les citoyens. On nous a présenté aussi le règlement du PIA, modifié PIA, c'est le plan d'implantation d'intégration architecturale. Et puis, la commission a proposé certains ajouts. Et en terminant, on a discuté de l'échéancier de la refonte avec la MRC. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission d'aménagement du territoire et de la toponymie. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Daou. 3.2, dépôt du rapport de la Commission de la circulation et de la mobilité et approbation des recommandations. Mme Wallot. Oui, bonsoir. Je vais vous parler un peu de la rencontre qui s'est tenue le 25 septembre dernier. Au niveau des dossiers qu'on avait en cours, il y a eu une recommandation, finalement, de ne pas... On a eu une demande d'interdire le stationnement de chaque côté de la courbe sud-ouest de la rue Sainte-Marie. Et les membres de la commission ont recommandé de ne pas installer les bollards de centre de rue avant et après la courbe de la rue Sainte-Marie. Au niveau d'une demande d'interdire le stationnement à l'intérieur de la courbe sur la 33e avenue, les membres de la commission recommandent d'interdire le stationnement à l'intérieur de la courbe sur la 33e avenue et de prévoir le marquage d'une ligne au centre dans la courbe. On a eu une nouvelle requête, c'est-à-dire d'implanter des arrêts dans les deux directions sur la rue de l'Orchidée à l'intersection de la rue des Cerisiers. Les membres recommandent d'implanter des arrêts dans les deux directions sur la rue de l'Orchidée à l'intersection de la rue des Cerisiers. En ce qui concerne la rue Louise et la 22e avenue, c'est difficile là, pour traverser. Donc, les membres de la commission recommandent de procéder au printemps 2025 avec le marquage d'une traverse piétonnière sur la rue Louise à l'intersection de la 22e avenue. En ce qui concerne le boulevard Lorette-Théoret et 33e avenue, les membres recommandent d'implanter des arrêts dans les deux directions sur le boulevard Lorette-Théoret à l'intersection de la 3e avenue. Donc, je dépose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Parfait. Merci beaucoup. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. M. Boyer. Oui, donc bonsoir. La réunion a eu lieu le 3 octobre dernier. Donc, on a eu la présentation des documents financiers traditionnels, donc la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements, liste des dépenses par approbateur, l'analyse des postes budgétaires, les paiements de transferts bancaires et des visas. Donc, il est recommandé d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée de documents connexes tels que déposés. On a aussi des discussions sur deux autres sujets. Un, ça a été le pro-forma, qui est un exercice budgétaire en cours d'année pour rééquilibrer, dans le fond, les budgets de la ville, pour voir ce qui est disponible et qu'est-ce qu'on pourrait commencer comme projet, qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Et on a eu une discussion sur des prévisions à long terme sur les investissements de la ville, donc sur un horizon de 2025-2030. Donc, c'est vraiment des travaux préliminaires là, qui sont faits pour ça, le sujet. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Parfait. Merci beaucoup. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. M. Limoges. Oui, bonsoir. Donc, on s'est rencontrés le 25 septembre dernier pour la Commission des travaux publics et des services techniques. On a regardé les travaux en cours au niveau des travaux publics, là, notamment, là, présentement, on travaille sur un devis d'entretien hivernal, donc le devis pour le déneigement de nos rues. Les travaux de rinçage du réseau d'aqueduc sont présentement en cours. Vous pouvez suivre là, l'avancement des travaux là, sur notre site Internet. Là, j'ai regardé tantôt, là, on a à peu près tout l'ouest de la ville est pas mal complété. On arrive dans le côté est. Là. Donc, c'est à surveiller dans les prochains jours à ce niveau-là. Ensuite de ça, bien, c'est sûr et certain, là, tous les travaux automnales là, sont débutés. Ils vont débuter dans les prochaines semaines. Là, dans le fond, le retrait des bollards, les fermetures des terrains sportifs, etc. Donc, puis ensuite de ça, on a fait le tour également des dossiers en cours là, des services techniques, donc l'avancement des travaux au centre communautaire, les différents travaux, là, notamment
au niveau là, des changements là, des luminaires, ces choses-là. Puis, notre prochaine rencontre sera le 30 octobre prochain. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission en ce sens. Parfait. Merci beaucoup. 4.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement d'emprunt numéro 715 décrétant une dépense et un emprunt de 7 millions de dollars pour la réfection des parcs municipaux. Je, Lynne Surprenant, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement d'emprunt numéro 715 décrétant une dépense et un emprunt de 7 millions de dollars pour la réfection des parcs municipaux et dépose en ce sens le projet de règlement. Parfait. Donc, projet de règlement de 7 millions, ça concerne les parcs Maurice-Binette, Bourrasque, Clair-de-Lune, la descente de bateau et une halte à la 13e avenue et des investissements aussi dans le parc municipal. Donc, plus de détails viendront, mais grosso modo, là, ça va représenter là, aux environs là, c'est ça, un montant là, qu'on estime à 7 millions. 5.1, règlement numéro 711-1 modifiant le règlement numéro 711 concernant la tarification des biens et services. Adoption. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté le règlement 711 concernant la tarification des biens et services, entrant en vigueur le 13 mars 2024, considérant qu'il y a lieu d'ajouter à ce règlement une disposition concernant les actions à entreprendre lorsqu'un propriétaire n'acquitte pas une facture lors de raccordement de propriété privée au réseau municipal d'aqueduc et d'égouts sanitaires et pluvial, considérant qu'il y a un avis de motion qui a été donné le 11 septembre 2024, il est proposé d'approuver le règlement numéro 711-1 modifiant le règlement numéro 711 concernant la tarification des biens et services. De plus, la demande est faite de dispenser de la lecture puisque chacun des conseillers a reçu une copie plus de 72 heures avant la séance. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Il s'agit juste de rajouter là, ce libellé-là pour que si les gens n'acquittent pas la facture, bien qu'on peut mettre ça sur les taxes municipales. 6.1, dépôt d'une demande au programme de subvention de 4 500 bornes d'Hydro-Québec, autorisation. Considérant que le programme de subvention d'Hydro-Québec vise à aider les municipalités, considérant que l'accès aux installations du circuit électrique est limité sur le territoire de la Ville, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite augmenter l'offre de bornes de recharge. En conséquence, il est proposé d'appuyer le projet d'installation de bornes de recharge dans le stationnement du centre communautaire et de la bibliothèque, ainsi que dans le stationnement de l'Hôtel de Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en déposant une demande de financement au programme de subvention 4 500 bornes d'Hydro-Québec. D'autoriser le conseiller en environnement à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tout document relatif à la demande au programme de subvention d'Hydro-Québec. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. Comité de démolition, 6.2, comité de démolition, renouvellement de mandat. Considérant que le règlement 1600 régissant la démolition d'immeubles prévoit que le comité de démolition est formé de 3 membres du conseil désignés pour une durée d'1 an par le conseil, considérant que leur mandat est renouvelable, en conséquence, il est proposé de renouveler le mandat des membres du conseil suivant titre de membre du comité de démolition pour une durée d'1 an. La présidente Priscilla Lamontagne, conseillère, vice-président Loïc Boyer, conseiller, et membre Marc-André Daou, conseiller. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 6.3, demande de dérogation mineure, propriété située au 45-38e avenue. La nature de la dérogation mineure consiste à étudier une dérogation mineure qui permet un espace de stationnement qui empiète de 5,67 mètres en façade du bâtiment au lieu de 2,5 pour permettre l'accès à un garage détaché. L'accès serait en dalle alvéolée ou en bande de roulement. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? On parle dans la salle. Non. Donc, parfait. Concernant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, considérant la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'un garage détaché et l'aménagement du stationnement au 45-38e, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs au plan d'urbanisme, et que l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure permettant l'empiètement de l'espace de stationnement de 5,67 mètres en façade du bâtiment selon la condition suivante, que la surface de stationnement
que la surface de l'espace de stationnement soit recouverte de dalles alvéolées, telles que proposées, d'une épaisseur minimale de 50 mm en plastique, béton ou tout autre matériau équivalent, comblé par des végétaux du granulat de type pierre de rivière ou de pierre concassée 1/4. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 6.4, demande de PIIA. Considérant qu'en date du 17 septembre 2024, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié les demandes présentées dans le cadre du règlement 506 de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande du 3131C chemin d'Oka, telle que soumise pour permettre l'installation d'une enseigne à plat sur bâtiment pour le commerce distribution Madina Tabet Incorporé, selon la condition suivante, qu'une seule enseigne soit installée. D'accepter la demande du 3045 chemin d'Oka, telle que soumise pour la modification de revêtement métallique approuvée par le Conseil lors de la résolution 2022-11-371. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 6.5, dépôt de demande d'aide financière Fonds Région Ruralité, MRC de Deux-Montagnes. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite déposer une demande d'aide financière à la MRC de Deux-Montagnes dans le cadre du FRR volet 2. En conséquence, il est proposé d'autoriser le conseiller en environnement à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tout document relatif à la demande d'aide financière dans le cadre du Fonds Région et Ruralité volet 2 de la MRC de Deux-Montagnes. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. Cette demande-là consiste là, à aller demander une aide financière pour l'embauche d'une ressource pour nous aider à développer une politique là, éco-responsable là, à l'intérieur de la ville. 6.6, stratégie d'adaptation du territoire au changement climatique, SP-2024-015, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO SP 2024-015 nommé Stratégie d'adaptation du territoire au changement climatique, considérant la réception de 4 soumissions, considérant le résultat de la pondération des soumissions selon la formule de calcul prévue à la loi des cités et villes. Donc, il y a 4 entreprises qui ont tous été conformes et le score final après le calcul, c'est le score le plus haut qui remporte là, la mise. Donc, on a Aedifica Incorporé avec un score de 1,90. BC2 Groupe Conseil Incorporé avec un score final de 2,50. Les experts EXP Incorporé, score final à 2,69. Et Stantec Expert Conseil Limité avec un score de 2,85. Donc, considérant la recommandation du comité d'analyse et de M. Charles Bissonnette, conseiller en environnement, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Stantec Expert Conseil Limité, il est proposé d'octroyer le contrat SP 2024-015 pour stratégie d'adaptation du territoire au changement climatique à la compagnie Stantec Expert Conseil Limité pour un montant de 453 502,57 $, incluant les taxes. Donc, qui le propose? Excusez, là, Boyer, je le propose. Allez-y, M. Boyer. Donc, cette stratégie d'adaptation au territoire au changement climatique, ça découle d'une demande de subvention qu'on a faite dans le cadre du programme Oasis volet 1. On a été la ville ayant reçu le plus gros montant concernant là, ce programme-là. Nous avons reçu là, à peu près 1,4-1,5 millions en subvention. Donc, on avait été en appel d'offres la première fois pour l'ensemble du projet, soit de connaître nos besoins et d'aller en plans et devis. Il n'y a pas personne qui avait déposé là, de soumission. Donc, on a scindé là, le contrat en deux. Donc, le premier, c'est, dans le fond, la connaissance des besoins qui, dans le fond, qui a été remporté par Stantec. Fait que, c'est dans le but d'avoir une trame verte et bleue, de connaître nos besoins dans des pluies diluviennes et dans les îlots de chaleur. Fait que comme ça, bien, ça va nous permettre d'arriver
avec des mesures telles que bassin de rétention ou espace là, d'îlot de fraîcheur qui va aider le territoire martelacois. Donc, c'est un premier pas dans une direction là, d'un projet qui va voir le jour là, au cours des prochaines années. 7.1, aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants: Opération Nez Rouge, campagne 2024, 500 $. Légion royale canadienne Couronne Jour du souvenir, 65 $. Café Parenthèse dans le cadre de la Nuit des sans-abri, 500 $. Cobamil Gala Flambeau à 125 $. Donc, qui propose la résolution? Julie Pelletier, je le propose. Parfait. 7.2, agrandissement et rénovation du centre communautaire SP-2024-002, dépassement de coûts. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a attribué le contrat SP-2024-002 pour l'agrandissement et la rénovation du centre communautaire à l'entreprise Groupe Piché, considérant que ces travaux ont occasionné des coûts supplémentaires, considérant que l'article 60 du règlement 677 concernant la gestion contractuelle en vigueur au moment de l'adjudication du contrat prévoit que tout dépassement de coûts de plus de 75 000 $ doit être approuvé par résolution du Conseil. En conséquence, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant supplémentaire de 600 000 $ plus toute taxe applicable pour les travaux contingents qui pourraient survenir vu l'ampleur des travaux. Ce montant servira à couvrir les dépenses imprévues liées à l'agrandissement et la rénovation du centre communautaire. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Dépassement de coût. Lors du projet, le pieutage n'avait pas été considéré. Il y a eu quelques modifications aussi au niveau de la structure. Et puis, des surprises quand les murs du bâtiment existant ont été ouverts. Et aussi, il reste, on va appeler ça un buffer, là, une partie qui, dans le fond, va servir advenant des coûts supplémentaires. Je rappelle que, encore là, l'agrandissement du centre communautaire, investissement de 9 millions de dollars et subvention à la hauteur de 7,6 millions de dollars là, qui provient du programme TEC. 7.3, appui à la Grande Semaine des Tout-Petits. Considérant que la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 18 au 24 novembre 2024, considérant que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement sans égard au milieu où ils naissent et grandissent, considérant que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux » pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Donc, considérant que la Grande Semaine des Tout-Petits a pour principaux objectifs d'informer sur l'état des bien-être des tout-petits, sensibiliser les acteurs et les actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures d'action collective en petite enfance et en périnatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans et de mettre en place des conditions assurant le succès et la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et leurs familles. Considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité de vie et leur bien-être en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tous âges. Considérant que les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir des organismes du milieu venant en aide aux jeunes familles. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits, et que le Conseil municipal autorise le maire à procéder à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits et invite les membres du conseil à porter le carré doudou le lundi 18 novembre 2024 qui marquera le début des festivités de cette semaine. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. Oui, le carré doudou. L'année passée, ça a été très, très intéressant. On a reçu des jeunes d'âge préscolaire de la garderie. Et puis, ils ont fait une visite de l'hôtel de ville, puis on a levé le drapeau avec les jeunes. C'était très, 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 très intéressant. Ouais. Même s'il faisait froid un peu, on a eu bien du plaisir.
7.4, Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, nomination de 2 membres citoyens. Considérant que les membres de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire souhaitent intégrer des citoyens à la commission. En conséquence, il est proposé de nommer Mme Lynn Angrignon et Mme Amal Bénis à titre de membres citoyens de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour une période d'1 an, soit du 9 octobre 2024 au 9 octobre 2025. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. Je veux juste qu'on s'assure le 9 octobre, est-ce que, vu qu'on va être en élection, est-ce qu'il y a il y a des enjeux au niveau là, de la commission? Mais je pense pas que la commission va siéger entre le 9 puis les élections, là, mais il faudrait peut-être juste faire une vérification là-dessus. Là. Oui, on sera fort probablement en période électorale, effectivement. OK, parfait. Entente de service pour entretien des rues privées, autorisation de signature. Considérant la demande du domaine de maison modulaire, vous avez proposé, hein, M. Daou? Oui. OK, parfait. Considérant la demande du domaine de maison modulaire de Deux-Montagnes faite auprès de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, afin que celle-ci procède à une estimation des coûts annuels d'entretien pour la ville des rues privées dans le dit domaine. Considérant cet entretien comprendrait notamment le déneigement, le nettoyage des rues ainsi que l'hivernisation des bornes d'incendie. Considérant qu'un tel entretien des rues est nécessaire en raison d'impératifs de sécurité publique et de sécurité incendie. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer une entente de service avec le domaine de maison modulaire Deux-Montagnes afin que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procède à l'entretien des rues privées situées dans le dit domaine pour l'hiver 2024-2025. Qui le propose? Lynn Surprenant, je le propose. Parfait. 7.6, retrait du domaine public, disposition des divers biens appartenant à la ville. Donc, considérant que la ville a procédé au changement de plusieurs articles informatiques et qu'il y a lieu de retirer certains équipements du domaine public, en conséquence, il est proposé que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procède au retrait des articles suivants. 18 claviers de marque multiple, 5 souris sans fil, 3 HP Pavillon Mini, 2 plaques Workstation Bibliotheca, 3 écrans Bank, 2 écrans 24 pouces LG, 2 portables HP, 3 portables HP, 2 imprimantes HP, une imprimante LaserJet, 19 HP Pavillon 23, 1 HP Elite One, 2 IBM eServer, 4 Workstation HP, 2 PC génériques, 12 pieds de micro, 12 micros, 2 micros sans fil, un imprimante à étiquette Dymo, un écran Galaxy Pro et un écran Galaxy AF. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. Donc, on doit retirer du domaine public là, des trucs qui sont désuets ou qu'on doit se débarrasser. Dans le fond, on sort ça de notre inventaire. 8.1, commis au prêt poste régulier, nomination de Mme Aurore Caqueret. Considérant la vacance du poste commis au prêt régulier à temps partiel, considérant que Mme Aurore Caqueret occupe le poste de commis au prêt surnuméraire depuis le 2 août 2023, considérant la recommandation de Mme Olga Statnaya, directrice de la bibliothèque. En conséquence, il est proposé d'entériner la nomination de Mme Aurore Caqueret au poste de commis au prêt régulier à temps partiel et ce rétroactivement au 3 octobre 2024, le tout conformément à la Convention collective des cols blancs syndicats canadiens de la fonction publique, section locale 2804. Qui le propose? Lynn Surprenant, je le propose. Excellent. Bien, on souhaite la bienvenue à Mme Caqueret à la bibliothèque. 8.2, coordonnatrice au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, embauche de Mme Karine Lantier. Considérant la vacance du poste de coordonnateur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, considérant le processus de dotation effectué, considérant la recommandation du comité de sélection, en conséquence, il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Karine Lantier au poste de coordonnatrice au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, poste cadre à temps complet, et ce rétroactivement au 7 octobre 2024, le tout sous réserve de la période de probation de 6 mois. D'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de l'employé qui le propose. Francis Limoges, je le propose. Parfait. Donc, nous souhaitons également bienvenue à Mme Lantier au sein de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 8.3, demande de maintien de l'équité salariale. Considérant que l'employeur a l'obligation d'effectuer le maintien
les exercices de maintien de l'équité salariale aux 5 ans, considérant l'affichage de l'exercice de maintien de l'équité salariale visant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, en date du 11 septembre au 10 novembre 2023, et qu'aucune plainte ne fut reçue dans les délais prévus par la loi. En conséquence, il est proposé d'autoriser la directrice des services des finances et de trésorerie, Mme Caroline Lajeunesse, à procéder aux ajustements découlant de la loi sur l'équité salariale. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. Donc, un autre dossier complété. 9.1, liste des comptes à payer, adoption. Il est proposé d'adopter les listes des comptes à payer en date du 9 octobre 2024, registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 83 461,62 $, la liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 1 475 241,98 $. Je vais recommencer. 1 475 241,98 $. La liste des comptes à payer par chèque, 1 617 394,42 $ et 1 257 280,51 $. De plus, que la demande que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. 10.1, Association du baseball mineur du lac des Deux-Montagnes, saison 2024, quote-part. Il est proposé que le Conseil autorise la trésorière à payer la participation financière de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, laquelle est fixée à 50 $ par joueur inscrit à l'Association du baseball mineur du lac des Deux-Montagnes pour l'année 2024, à condition que celui-ci soit résident de la Ville et possède une carte de citoyen valide. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. 12.1, ajout de panneaux de signalisation. Considérant la tenue de la Commission de la circulation et de la mobilité, considérant les recommandations des membres du comité, il est proposé d'autoriser l'installation de panneaux de stationnement interdits en tout temps aux endroits suivants: à l'intérieur de la courbe sur la 33e avenue, au nord du chemin d'Oka, et d'autoriser l'installation de panneaux arrêt aux endroits suivants: rue de l'Orchidée dans les 2 directions à l'intersection de la rue des Sorziers, le boulevard de Lorette-Théoret dans les 2 directions à l'intersection de la 33e avenue. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 12.2, renouvellement du permis d'exécution pour usage de pesticides. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac doit faire occasionnellement usage de pesticides sur son territoire afin de contrôler les organismes nuisibles. Considérant qu'un tel usage est soumis à un permis d'exécution délivré par le ministère de l'Environnement. Considérant que la Ville doit renouveler son permis, il est proposé de mandater M. Xavier Leblanc, directeur des Travaux publics et de l'hygiène du milieu, à titre de personne autorisée à remplir au nom de la Ville le formulaire de demande de renouvellement du permis d'exécution pour l'utilisation des pesticides auprès du ministère de l'Environnement. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, c'est ce qui termine les résolutions. Nous sommes au dépôt. Dépôt de point 14, dépôt de la liste des dépenses par approbateur septembre 2024, dépôt du rapport mensuel des permis de construction septembre 2024, dépôt du rapport concernant la valeur des constructions septembre 2024 et dépôt d'un mémoire quant à la modification du cadre réglementaire sur les milieux humides et les ouvrages de protection contre les inondations à des fins de consultation à la population. Donc, nous sommes rendus à la période d'intervention, point 15. Donc, on va donner le micro aux gens qui sont présents avec nous. Et ensuite, une fois que les questions la période d'intervention va être terminée dans la salle, on va se tourner vers les gens sur Facebook. Je rappelle que pour la période d'intervention, vous devez vous présenter à l'avant, vous nommer prénom et nom et indiquer votre rue de résidence. Et ensuite, vous avez votre intervention à faire. Et la même chose sur Facebook. Sur Facebook, vous avez, dans votre commentaire, vous devez adresser votre question, mais aussi écrire votre nom complet, prénom et nom, et votre rue de résidence. Si ces informations-là ne sont pas là, nous ne lirons pas votre question. Grosso modo, notre règlement dit qu'on a 5 minutes là, pour les gens dans la salle. Comme on est beaucoup, je vais contrôler le temps
un peu plus qu'à l'habitude. Là. Habituellement, on est assez lousse, mais si on a beaucoup de questions, bien, on va essayer d'être concis et de garder ça à l'intérieur de 5 minutes. Donc, la parole est à vous dans la salle. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, les conseillers, conseillères. Monsieur le maire, c'est pour le dépôt du... Oui, est-ce que vous pouvez vous... Oui, Alain Dominique, Oui, parfait. 9 19e Avenue. En voulez-vous d'autres? Non, c'est correct. Assez. Bon, concernant le dépôt du mémoire, moi, j'avais des suggestions à faire parce que nous, on est les Gaulois du Québec, là, Oui. à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Là. Je veux dire, si l'eau passe par-dessus la digue, la ville de Montréal va être évacuée au grand complet. Là. Vous savez que je suis au courant du dossier de la digue autant que vous, j'imagine. Donc, Cima Plus a fait un ouvrage qui n'est pas une digue. Puis là-dessus, il faudrait changer nos termes quand on parle des événements de Sainte-Marthe-sur-le-Lac comme inondation. Il faudrait changer ça pour sinistre. Parce que si on se réfère à la conférence de presse du 17 juin 2019 où il y avait Mme Laforêt, M. Charette, M. Cusson, M. Julien, il y en avait un autre qui le nom m'échappe, mais eux, là, en conférence de presse officielle à l'Assemblée nationale, l'ont dit que Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ce n'était pas une inondation, c'était un bris de digue, un bris d'outils. Ils l'ont dit, répétaient à répétition. Parce qu'on s'entend, c'était un tas de boîtes par-dessus un tas de vidange qui nous protégeait au niveau de la 27e avenue. Mais l'ouvrage qu'on a maintenant, il y a l'ingénieur en chef de Cima, quand on l'a interrogé en cours par les riverains, lui, il a dit sous serment qu'il ne faisait pas des digues, il faisait des barrages. L'outil qu'on a est basé sur la loi sur les grands barrages. La loi et les normes des grands barrages. Donc, l'outil qu'on a ici, en plus d'être 80 cm plus haut que tout le monde autour, n'est pas une digue, c'est un barrage. Quand on parle de l'outil de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on devrait plutôt utiliser le terme barrage. Mais c'est pour ça que la nomenclature a changé. C'est plus une digue, c'est un OPI, un ouvrage de protection contre les inondations. Basé sur la norme des grands barrages. Contrairement à Deux-Montagnes, Pointe-Calumet ou Saint-Joseph, où c'est basé sur la norme des digues, enfin des plaines inondables. Est-ce qu'on pourrait demander à Cima de nous faire un rapport, de nous déposer un rapport de risque, à savoir c'est quoi le risque? Oui. Là-dessus, c'est dans le cadre réglementaire, qui est présenté, il y a une reconnaissance de l'ouvrage par le gouvernement, puis il exige ça, dans le fond, qu'il y ait un dépôt d'un rapport. Mais je réitère que présentement, on est en consultation. Le mémoire, puis vous aurez l'occasion de lire le mémoire et puis d'envoyer vos commentaires à la Ville. On est en consultation. Il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est clair que ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement entende et comprenne le message qu'on envoie lorsqu'ils vont lire le mémoire, puis quand ils vont voir aussi la pétition qui va appuyer le mémoire, quand ils vont regarder aussi la mémoire de toutes les villes de la grande région de Montréal et d'un peu partout au Québec. Mais ceci dit, on n'est pas devant nécessairement une fatalité où est-ce que c'est ça que ça va être demain matin. Mais c'est sûr que si vous envoyez, parce que vous aussi, vous pouvez envoyer votre propre mémoire. Hein? Oui. C'est important, s'il y a des citoyens qui sont en mesure d'envoyer un mémoire, puis c'est pas obligé d'avoir un mémoire de 18 pages. Là. Vous pouvez résumer ça en une demi-page ou en une page sur ce que vous pensez de cette consultation-là et de ce projet de cadre réglementaire-là, et vous l'envoyez. Encore là, sur le site Internet de la Ville,
on a toutes les informations où envoyer la documentation, mais libre à vous de le faire. Nous, on le fait au nom de la ville puis au nom des citoyens, mais vous, comme propre citoyen, vous êtes en mesure d'envoyer aussi des documents. Bon, je comprends, mais mon but était d'apporter le point que si on demande à CIMA un rapport sur le risque, Oui. puis si on leur demande aussi de nous élaborer un plan d'intervention et d'inspection annuel ou lors d'événements de crues soudaines ou de pluies torrentielles sur la digue, puis un plan d'intervention, de réparation et d'intervention, avec ces outils-là, considérant l'ampleur de l'ouvrage que l'on a, parce qu'on est la ville la mieux protégée au Québec, là, je veux dire. Mais, je me fais gardien du temps. OK. Mais il y a déjà des choses qui ont été faites, mais il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose à une firme d'ingénierie, ben, il y a une facture aussi qui revient. Oui, je comprends. Donc, c'est pour ça que présentement, le mémoire va servir à faire bouger et à faire, en espérant que le ministère de l'Environnement et le gouvernement retournent à la planche à dessin pour retravailler le règlement. Mais à ce moment-ci, je ne pense pas que des investissements dans des études ou des trucs comme ça sont pertinents à ce moment-ci, alors que la réglementation n'est pas entérinée encore. Mais où je veux en venir, c'est de s'équiper d'outils scientifiques, prouvables, quantifiables, répétables, qui sont sans équivoque, parce que c'est des dossiers scientifiques, c'est pas un oui-dire astrologique. Puis avec ça, la Ville pourrait aller de l'avant, puis par résolution, décréter que son territoire est à très, très faible risque. Exactement. Après ça, tout autre comité ou regroupement, là, que ce soit la CMM ou le gouvernement, bien, s'ils veulent nous déclarer zone inondable, il va falloir qu'ils démolissent nos arguments. Mm-hmm. C'est de prendre de l'avance pour s'outiller, pour prouver qu'on n'est pas en risque. Puis, je comprends, mais avec ça, ça va nous permettre d'avoir un outil pour, puis c'est ça qu'on veut, pour prouver qu'on ne l'est pas. En terminant, là, parce que le 5 minutes, on l'a dépassé, mais en terminant, le mémoire, dans le fond, on couvre ça. Parce que l'objectif derrière ce cadre réglementaire-là, je veux dire, on convient qu'il y a une mise à jour qui doit se faire, qu'il y a un encadrement aussi qui doit se faire, mais c'est la façon que ce règlement-là est mis en place et nous affecte que c'est là qu'on n'est pas d'accord. Donc, il y a moyen d'arriver avec les objectifs qui sont derrière ça, sans pénaliser directement les citoyens puis en les mettant chez nous en zone inondable. Mais il y a de l'encadrement qui peut se faire, de l'encadrement au niveau des OPI, des plans de mesure de risque qui sont propres à la réalité territoriale, parce que le risque n'est pas le même ici, n'est pas le même à Baie-Saint-Paul, n'est pas le même en Gaspésie, parce que les cours d'eau sont différents, la géographie est différente, il y a plein de disparités qui fait en sorte que on doit retrouver une certaine... On doit éliminer le mur à mur en partie et retrouver une réalité territoriale et une flexibilité. C'est ça qu'on essaie de ressortir dans le mémoire, dont vous aurez l'occasion de lire demain matin à partir de 10 h. Ça va être une lecture de chevet. Oui, c'est excellent. Donc, M. Dominique, on va laisser la place, si ça ne vous dérange pas, à quelqu'un d'autre. Puis s'il y a de quoi, je suis disponible après l'Assemblée. Okay. Un dernier point sur la stratégie d'adoption du territoire pour les changements climatiques. Les stationnements alvéoliques. La Ville pourrait montrer son engagement et que tous les nouveaux stationnements soient des pavés alvéoliques. Parce que ça absorbe l'eau et ça fait pas mais le but en arrière de la stratégie, là, c'est aussi de créer des bassins de rétention, avoir un réseau pluvial au sud du chemin d'Oka, avoir des bassins de rétention, puis rendre le territoire plus résilient. D'accord. C'est ça notre but. Puis de changer le PIA pour que toutes les nouvelles résidences aient des pavés alvéoliques au lieu des pavés en béton ou en asphalte. Ouais, mais ça permettrait encore une fois, on va avoir des consultations parce qu'on va déposer la refonte réglementaire au mois de novembre.
vous allez pouvoir participer aux consultations et amener ce point-là lors des consultations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le surtemps. Excellent. Donc, le micro est ouvert pour les prochains. Essayez d'être un peu plus concis que M. Demené. Oui, bien, je vous demande de vous présenter au micro, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Gilles Auclair. Moi, je demeure à Saint-Joseph-du-Lac, au 232 48e Avenue Sud. Une bonne partie de ma vie, je n'ai jamais connu ça, de vivre avec l'aide d'un OPI. On a eu ça, puis on est très, très heureux. J'ai regardé de près tout ce qui se passe au niveau de la MRC. J'ai vu récemment dans un papier signé par M. Denis Martin, il disait que dans la démarche, le premier point qu'on était pour examiner, c'était les contours scientifiques, la façon qu'on a élaboré la zone dite inondable. J'ai fait cette démarche-là aussi en regardant différents documents scientifiques faits là, un peu partout. J'ai observé que quand on parle de zone inondable établie à 350 ans, quand on dit que c'est à peu près 25,04, c'est plein d'allure. M. Dupuis, lui, il l'avait fait un petit peu plus bas, puis à 375 ans. Puis ça, c'est un monsieur très, très professionnel. Je pense qu'il a été engagé par la CMM ou il travaillait avec la CMM, M. Dupuis. Mais je ne suis pas sûr qu'on l'écoute tout le temps parce que je ne suis pas sûr qu'il doit être en accord avec tout ce qui se passe. Bon, ce que je veux dire, c'est que dans les documents dits scientifiques, on a utilisé une cote de base établie selon des schèmes que M. Dupuis connaît, puis ça se rapproche. Maintenant, il y a d'autres systèmes qu'on a ajoutés qui ont une allure scientifique. C'est la notion de profondeur, c'est la notion de hauteur, c'est la notion de recharge, c'est ça qu'on appelle recharge hydraulique. Bon, ces termes-là, on les a rajoutés au-dessus de la cote 350 ans. Mais dans les faits, les auteurs, c'est d'autres écoles de pensée, les auteurs qui font ça, les utilisent par le bas. Puis, c'est pas vers le haut, c'est pas au-dessus. Ça, c'est du bric-à-brac. Puis ça, je pense, ça va être bien, bien important parce que si jamais ça va en recours collectif, parce qu'il y a beaucoup de dommages à ces choses-là, ça va être des points importants à éclaircir. Alors, je fais des démarches. En même temps, je pense que par rapport à la carte, les couleurs, c'est pas correct. Moi, j'en avais imaginé des couleurs. Puis, si vous me permettez, je vous les enverrai parce que c'est pas clair. Maintenant, il y a une chose qui est claire. La digue de Sainte-Marthe, c'est la Cadillac des digues dans la région. Et puis, avec le niveau de cote qu'on a, on devrait mettre ça dans une zone qui ne s'appelle pas la zone jaune, mais une zone bleue, dépourvue de toute espèce de réglementation inutile. Bien, c'est ça qu'on demande dans le mémoire, c'est de créer une nouvelle zone. On pense à la même affaire. Mais une zone distincte. Distincte. Parce que la protection, puis c'est ça qui est malheureux, parce que le règlement, de la façon que c'est libellé, c'est comme si c'était inévitable qu'un ouvrage de protection contre les inondations allait céder et que la seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand ça va céder. Alors qu'on ne prend aucunement en compte les OPI et le travail d'ingénierie qui a été fait au travers de ça. Fait que c'est ça qu'on souhaite, c'est de se faire reconnaître, mais de faire reconnaître aussi les OPI et d'arriver avec un plan de gestion de risque. Parce que dans n'importe quelle infrastructure, le risque zéro n'existe pas. Que ce soit un pipeline, que ce soit un pont, un viaduc, que ce soit un barrage ou une digue, le risque zéro n'existe pas. Mais dans tout et partout, on a des mesures, des normes pour amoindrir le risque à son plus bas niveau. Et c'est ça qu'on demande parce qu'on est capable d'amoindrir le risque à son plus bas niveau sans nécessairement mettre des gens en zone inondable. Parce que je rappelle que, voilà 4 ans, quand il y a eu les événements qui se sont passés chez nous en 2019, le gouvernement a décidé d'autoriser la réfection de la digue, d'envoyer une subvention aussi, de payer pour cet ouvrage-là.
et en plus, par décret, d'autoriser tous ces gens-là à reconstruire sans restriction d'une zone inondable. On s'entend qu'à cette époque-là, je veux dire, ça ne fait pas 20 ans ou 30 ans d'ici, ça fait 4 ans, c'est qu'il y avait une certaine confiance en les ouvrages de protection contre les inondations. Puis encore là, on revient en 78, lors de la construction de la digue initiale, mais c'est pas les gens... Le conseil de ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'est levé tout bonnement pour dire hey, on va construire une digue pour protéger notre territoire. Ça découle d'une entente entre le fédéral et le provincial. Il y a eu des comités d'études qui se sont penchés sur tous les événements qui se sont passés dans les années 70 et qui sont arrivés à une conclusion qu'on doit rendre le territoire et qu'on doit protéger certaines facettes. Et c'est là qu'est arrivée l'élaboration de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Fait que ça aussi, ça découlait d'une démarche scientifique à l'époque. Puis la science, mais encore là, ça va transparaître dans notre mémoire, mais les sciences sociales et les sciences humaines là, font partie aussi d'une démarche scientifique, au même titre que de la science géographique ou de la science hydraulique. Parce qu'il faut quand même, pour qu'on ait une science, une démarche scientifique complète, mais prendre tous ces points-là en considération, parce qu'on a à peu près 6 000 personnes qui résident en bas du chemin d'Oka, et même plus, mais c'est un facteur à prendre en considération aussi lors de l'élaboration d'un tel règlement. Je trouve ça excellent, votre point de vue. Puis moi, en tout cas, personnellement, je suis à la fois sociologue et MBA de formation, puis j'aborde dans tout ça ces choses-là. Ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas tenu assez compte des les aspects financiers aussi, là. J'ai fait du porte-à-porte, puis il y a des gens déjà qui sont plus capables de s'assurer à Saint-Joseph-du-Lac. Il y a des gens déjà qui se sont fait refuser des prêts bancaires. Alors, écoutez, là, c'est grave ce qui se passe. Ouais. Et moi, je n'imagine pas qu'on va être capable de vivre dans une société comme la nôtre avec des gens là, qu'on met là, sur une voie d'évitement ou qu'au fond, on met tellement de contraintes. C'est agir en tortionnaire que de faire ça vis-à-vis du monde. Puis je pense que, en tout cas, c'est beau, c'est le message, puis je vous enverrai mes documents. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé de vous interrompre, mais comme on est beaucoup, on va essayer de donner la parole à tout le monde. Mais c'est d'excellents points que vous nous amenez, puis n'hésitez pas à nous partager là, vos points là, au cours de la prochaine semaine. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me donner 5 minutes? Ah oui, c'est ça. Léger Lloyd, 22e Avenue. Moi, j'ai 3 petites choses. Premièrement, le règlement final que le gouvernement prévoit faire pour les zones inondables. Oui. Avez-vous une idée d'une date ou que c'est au calendrier? Encore là, tout dépendamment des actions du gouvernement face à la réaction des municipalités au dépôt des mémoires. Mais le calendrier était, il y a quelques jours, quelques semaines, la fin de la consultation le 17 octobre. Le travail se faisait au cours des prochains mois et pour en arriver à une adoption du règlement en mars 2025. Okay. Encore là, dépendamment, ça va être quoi la position du gouvernement? Est-ce qu'ils vont maintenir? Est-ce qu'ils sont présentement en train de travailler sur une refonte de la proposition? Là, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus, mais dans le calendrier, ce que le gouvernement souhaitait, c'est qu'en mars 2025, il y ait l'adoption du cadre permanent. Puis ça, c'était pour l'ensemble de la province, que tu aies un ouvrage de protection ou que tu n'en aies pas. Ou non. C'était pour tout le monde. Exactement. OK, parfait. Mon autre question, c'est par rapport à la fameuse école qui était supposée être construite. Là, là j'ai lu dans les journaux que le gouvernement a décidé de retarder certains projets. Est-ce que Sainte-Marthe-sur-le-Lac figure On est 2017, c'est... 2017, je suis comme 10 ans en retard. 2027. 2027. OK, c'est retardé. Ben oui, mais c'est toujours dans les plans. Puis ils pensent arriver en 2027, pelleté de terre, je pense, ou au début de la construction, je pense plutôt 2027. Oui. Dernière
c'est plus une information. Je veux savoir, Oui. au point 7.6, quand vous débarrassez des équipements électroniques de la bibliothèque ou les autres places, qu'est-ce que vous faites avec ça? Tu dis, je les retire du circuit. Donnez-vous ça à des organismes? Oui, bien, ce qu'on souhaite, c'est les donner à, bienfaisance, à des organismes locaux, là, s'il Ouais, y en a besoin, dépendamment de la désuétude des équipements. C'est Là, vrai. mais, ouais, Parfait. Merci. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Dominique? Ben oui. Il y a quelqu'un qui vous a donné la tape puis il vous a donné 5 minutes. Oui. J'ai bien aimé l'intervention de monsieur, puis j'aimerais faire un autre point aussi sur l'événement de 2019. Oui. C'est que si vous allez dans les archives du service hydrique, là, sur la station de Pointe-Calumet, Oui. vous allez voir qu'au moment où la digue a rupturé, là, il y a beaucoup de gens qui ont dit que Sainte-Marthe-sur-le-Lac devait redevenir une zone inondable parce que c'est là où l'eau va pour amoindrir le reste. Mais si vous allez sur les archives au moment où il y a eu le bris de digue, vous allez voir qu'il y a 4 chiffres après le point, au mètre. Ça veut dire qu'on est rendu au millimètre. L'eau à la station de Pointe-Calumet n'a pas baissé de 1 millimètre sur le lac des Deux-Montagnes avec Zéro. toute l'eau qui est rentrée chez nous. Puis ça, c'est un fait, c'est vérifiable. C'est Fait que encore pour monter scientifiquement. d'un demi-mètre, ça prend énormément d'eau pour monter le lac d'un demi-mètre. Même d'un millimètre, C'est ça. pas d'un demi-mètre. Non, je un sais, millimètre. mais si le lac des Deux-Montagnes n'a pas bougé avec l'eau qui est rentrée dans Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ben, vous pouvez comprendre que, C'est insignifiant, l'eau. pour monter de 5 cm, de 6 ou d'un demi-mètre, D'accord, mais merci. c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ouais, si vous voulez, on est aussi. Vous pouvez y aller, mais on est disponible aussi après l'Assemblée si vous voulez discuter sans problème. On va se tourner vers Facebook. Oui, plusieurs questions sur Facebook. La première de Mme Isabelle Delarobille sur la 14e avenue. Je souhaiterais savoir s'il est possible d'avoir plus de passages piétons sur le chemin d'Oka. Il n'y en a que 4. Oui, Merci. c'est un enjeu qui est important, mais qui est complexe. Parce qu'il faut comprendre qu'à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, contrairement à Deux-Montagnes et à Saint-Eustache, mais à partir de Sainte-Marthe-sur-le-Lac jusqu'à Saint-Placide, le chemin d'Oka, dite la route 344, appartient au ministère des Transports du Québec. Donc, pour faire une traverse piétonnière, ben, on doit demander la permission. Et la permission, ben, il y a des cadres, des cases qu'on doit respecter pour que cette demande soit mise de l'avant. Donc, comme on l'a déjà annoncé auparavant, il va y avoir une traverse piétonnière au coin, ben, près de la 5e avenue, près de la 5e avenue Nord, parce que, ben, suite à une démarche là, avec le Centre de services sociaux, il y a une personne malvoyante qui a fait la demande et on a, avec le ministère des Transports, a décidé de payer la traverse piétonnière et nous, on a fait la demande pour être maître d'œuvre pour accélérer ça. On a fait deux autres demandes. On a fait une demande au coin de la 34e avenue Lorette-Théoret pour une traverse piétonnière. Je vous avais déjà interpellé parce qu'il y avait du comptage qu'on devait faire et on doit avoir un minimum de personnes qui traversent à cette intersection-là, mais ce n'est pas une intersection, à cet espace-là, pour atteindre un seuil minimal de personnes qui traversent pour que les gens du ministère acquiescent à la demande. On n'a pas eu les résultats encore. Au cours des prochaines semaines, les gens de la ville rencontrent le ministère et on a fait une autre demande au coin de la 11e avenue et de la rue des Mélèzes. Et encore là, cette demande-là est à l'étude par le MTQ. Je crois qu'il y a du comptage qui a été fait, mais je ne suis pas sûr. Donc, on va en savoir davantage à la prochaine rencontre avec le ministère des Transports. Donc, on a présentement traverse de l'Érablière avec le feu de circulation. Nous en avons une, puis c'est important, là, à l'école Horizon du Lac. S'il y a une place où est-ce que vous pouvez traverser sécuritairement, c'est là.
encore là, il faut que les gens respectent la priorité. On a après ça le chemin d'Oka et promenade, la 17e avenue. Et après ça, on s'en va vers Deux-Montagnes pour le reste. Prochaine question de Mme Francine Cournoyer, 17e avenue. Pendant que notre gouvernement caquiste accorde beaucoup d'argent pour la crise du logement, j'aimerais savoir ce que vous faites pour vous y attaquer, vu que c'est une compétence municipale. On dirait que les logements sont approuvés au compte-gouttes par votre administration. Qu'est-ce que vous faites pour accélérer la construction de logements au centre-ville? Oui. On est en règlement de contrôle intérimaire. C'est vrai que présentement, il y a moins de logements qui se construisent. Parce qu'on a gelé une partie du chemin d'Oka, parce qu'on est en refonte réglementaire et il y a une réflexion aussi au niveau du zonage, parce que c'est important. Oui, on est pleinement conscient de la pénurie de logements, mais on est aussi pleinement conscient qu'on doit développer notre territoire, non en fonction des promoteurs, mais en fonction des besoins de la ville. Et parce que il fut un moment donné où est-ce que des terrains commerciaux étaient dézonés pour faire place à du logement, à des condos. Le problème, c'est que si on dézone toutes nos zones commerciales, on va avoir plein de gens qui vont habiter à Sainte-Marthe, mais il n'y a pas personne qui va pouvoir accéder à un commerce de proximité parce qu'on va avoir tout dézoné nos espaces commerciaux. Donc, il y a une réflexion derrière ça. On a une réflexion au niveau du zonage concernant notre artère principale, le chemin d'Oka. Et comme j'en ai parlé tantôt, on tombe la refonte réglementaire devrait arriver cet automne. Les premières consultations, donc vous pourrez participer à l'exercice parce que puisqu'on est en exercice de concordance aussi avec le schéma d'aménagement de la MRC de Deux-Montagnes. Donc, la Ville de Saint-Eustache est dans le même exercice. La Ville de Deux-Montagnes a déposé aussi un plan d'urbanisme. Nous allons déposer. Saint-Joseph-du-Lac a déposé. Pointe-Calumet aussi. Donc, voilà. Mais on a quand même du logement qui se fait. Il va y avoir aussi des initiatives qu'on va vouloir mettre de l'avant, là, qui va vous être proposées. Des logements, Non, mais non, c'est pas ça que je cherche, Mme Warleau. C'est plus les logements accessoires qu'on va, je vous donne une primeur, là, mais on est en train de regarder à mettre en place une réglementation sur les logements accessoires, soit d'avoir un garage détaché qui servirait de logement. Fait que ça risque d'être dans les propositions qui vont vous être présentées lorsque nous déposerons là, le plan d'urbanisme et la réglementation municipale. Prochaine question, Mme Caroline Calvé sur la 19e avenue. La semaine dernière, un jeune a été renversé par un véhicule et nos enfants nous rapportent qu'ils se font régulièrement couper le chemin par des véhicules qui ne les laissent pas passer malgré l'arrêt obligatoire. J'aimerais donc savoir s'il est possible de voir à améliorer la sécurité à l'intersection du chemin d'Oka et la 17e avenue devant le parc Félix-Leclerc. Oui, là-dessus, on a interpellé le service de police. J'ai eu l'occasion de discuter là, avec Mme Calvé. Parce que je comprends pas pourquoi que des gens qui ne laissent pas passer des piétons, là, surtout à une intersection où est-ce qu'on a un arrêt obligatoire à faire. Donc, on souhaite que le service de police, que la régie de police soit présente et fasse une plainte cible. Donc, une plainte cible, c'est d'être plus présent à certains endroits qui sont problématiques. Parce qu'un des facteurs à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, là, on a tous des écoles de quartier, donc on a beaucoup de marcheurs qui se déplacent vers les écoles, autant secondaires que primaires. Mais oui, il y a des discussions avec le service de police qui ont été faites à ce sujet. Parlant du service de police, on a Marc Dallaire sur la 26e avenue du Domaine qui pose la même question que le mois dernier. Quand allez-vous demander au service de police d'accroître la sécurité routière? Le boulevard des Promenades, le chemin d'Oka, il n'y a aucun respect de la vitesse, des arrêts, des feux de circulation et nous ne voyons jamais de policiers. Okay. On va en prendre et on va en laisser. Il faut comprendre que la régie de police couvre 4 municipalités. Deux-Montagnes, nous, Pointe-Calumet, Saint-Joseph.
De là à dire qu'ils sont non présents, mais promenez-vous de jour dans le corridor, pas dans le corridor, mais dans la zone scolaire en face de l'école Horizon-du-Lac. Je pense que la police est très présente. Présente aussi dans certains secteurs. Mais c'est clair qu'ils ne peuvent pas couvrir l'ensemble du territoire à toute heure du jour, toute heure de la nuit. Puis il y a un travail personnel de chacun des citoyens de respecter la réglementation puis de respecter les limites de vitesse aussi. Donc, on a un comité de circulation qui se rencontre à tous les mois. On a un agent de police qui est là et qui participe. On a des discussions courantes sur les enjeux. Donc, oui, on met de la pression sur la régie de police pour être présent, mais malheureusement, on ne pourra pas être présent partout, là. Puis je ne pense pas que le portrait soit aussi noir que ce que vous décrivez présentement, là. Mélanie Dagenet sur la rue Lambert. Pourquoi ne pas offrir l'option de signer la pétition en ligne, par courriel ou accessible directement sur le site de la Ville? Oui, c'est une décision politique. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les gens se mobilisent et viennent signer la pétition. Parce que, puis on veut vraiment que ce soit des gens des Martelacois et des Martelacoises qui se déplacent, qui viennent signer. Je pense qu'une pétition en version manuscrite a beaucoup plus de poids qu'une pétition en ligne, parce que pétition en ligne, Pierre-Jean-Jacques de Chibougamau peut la signer, la personne peut créer 10 comptes, la signer, gp.alfred.rigolo peut signer la pétition. Je pense que la démarche de cette façon-là, on a un plus grand sérieux et un plus grand poids politique qui va être déposé, parce qu'il faut comprendre que 5300 personnes qui ont été mobilisées, qui se sont déplacées pour venir signer une pétition, c'est pas rien, là. C'est pas rien, parce que souvent on dit les gens, ça se déplace pas, c'est jamais là quand c'est le temps d'aller au bâton, mais je pense qu'à 5000 personnes qui se sont déplacées, c'est un geste qui est quand même assez fort. Et c'est pour ça qu'on veut qu'on a mis en place cette pétition-là de façon manuscrite. Puis après ça, on fait des actions, nous, la Ville, mais après ça, les citoyens doivent aussi prendre action et participer à ces débats-là. C'est facile en arrière d'un écran, mais je pense que de se lever puis de venir signer, ça fait que le geste est encore plus fort. Donc, voilà les raisons. Gaëlle Blanchette sur la 12e avenue. Est-ce qu'on pourrait installer des dos down sur la 12e et la 13e avenue devant le parc Roland-la-Liberté pendant l'été? Les panneaux actuels n'ont pas l'effet souhaité de ralentir les véhicules qui circulent. Votre demande va être prise en compte. Je le rappelle, si vous avez des demandes au niveau de la circulation, nous avons une commission de mobilité, commission de circulation et de mobilité. Donc, nous pourrons apporter cette demande-là à la prochaine commission et elle sera étudiée par les gens de la commission. Alexandre Cordeau, sur la 23e avenue. C'est un long préambule, mais je vais le lire au complet, ça met bien en contexte. J'aimerais avoir une précision à propos du document, la lettre que vous avez distribuée en relation avec les zones inondables. Il était indiqué que le nouveau système pluvial au sud du chemin d'Oka pourrait être annulé en fonction de la décision finale du gouvernement. Donc, si je lis entre les lignes, vous allez en sorte abandonner tous les résidents et leurs habitations au sud du chemin d'Oka, en plus d'une perte de valeur due à la nouvelle zone inondable, des difficultés à s'assurer, etc. Nous avons eu 2 refoulements d'égouts en juin 2022 et en août 2024. Le système pluvial aurait pu nous éviter cela. Ouais. Non, il n'est pas question d'abandonner personne. Puis il n'est pas question, je ne pense pas que dans le libellé de la lettre, c'était qu'on allait annuler le réseau pluvial, mais c'est clair qu'une réglementation telle qu'elle qui est adoptée va contribuer à ralentir puis même à retarder un projet, parce que ça ne veut pas dire que le projet qui est en train d'être travaillé va pouvoir être mis de l'avant tel quel.
Ceci dit, encore une fois, dans le mémoire, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement soit au rendez-vous aussi dans la flexibilité, pour être présent lors de l'élaboration de plans de gestion des risques. Et dans ce plan de gestion de risque-là, on souhaite que le gouvernement participe et vienne en aide aux municipalités pour de la résilience de territoire. Parce qu'il faut comprendre que pour rendre notre territoire résilient, bien, il y a des actions qu'on va devoir poser, entre autres un projet majeur qui est le réseau pluvial au sud du chemin d'Oka, avec l'ajout de bassins de rétention d'eau. Ça va faire en sorte que si on arrive avec ce projet-là et qui est accepté par la population, parce qu'il faut comprendre que c'est un projet d'envergure qui va coûter des sous, qu'il va falloir qu'il soit accepté et payé par les citoyens. Mais à partir de ce moment-là, c'est clair encore une fois, on n'éliminera pas tous les risques de refoulement d'égouts, mais on va faire en sorte d'amoindrir le risque à un niveau qui va être relativement bas. Donc, mais il faut que la réglementation que le gouvernement veut mettre en place ne nous nuise pas et ne nous saborde pas dans nos projets à rendre le territoire plus résilient. La prochaine question de Mme Brigitte Alevato sur la 39e avenue. Est-ce possible d'avoir le lien pour envoyer un mémoire ou opinion car je n'arrive pas à trouver sur le site de la Ville? Je vais me permettre de répondre à cette question. L'information va être ajoutée demain en même temps que le mémoire. Ça va être bien en évidence sur la page des zones inondables accessibles sur la page d'accueil du site Web. Parfait. Mais je vais même rajouter quelque chose parce que à partir de quand même de la page de la Ville, vous allez tomber sur le site du gouvernement, puis à partir du site du gouvernement, il y a une adresse, mais on va rendre ça plus clair et plus facile pour vous pour retrouver cette adresse-là. Donc, demain matin, Madame Aymon, première heure, va faire en sorte que l'information va se retrouver facilement. Donc, aux alentours de 10 heures, lorsque le mémoire va être en ligne, toute l'information, on va quand même lui donner un peu de temps pour mettre ça en place. Donc, aux alentours de 10 heures, là, toute l'information pertinente va vous être rendue et va être accessible. On a maintenant Mme Evelyne Charret sur la 18e avenue. Pouvez-vous confirmer les impacts pour tous les citoyens, pas juste ceux au sud, qu'aurait ce projet pour les zones inondables? Plusieurs citoyens au nord du chemin d'Oka ne se sentent pas concernés par ce projet et ne comprennent pas les enjeux. Bien, c'est clair qu'il y a des enjeux pour l'ensemble de la population. Premièrement, s'il y a une partie de la population qui tombe en zone inondable, puis là, mais ces points-là, je les explique beaucoup plus pour les gens du Nord, là. Bien, si les évaluations stagnent ou régressent, bien, assurément, le compte de taxes va stagner et va régresser aussi, parce que le compte de taxes est en fonction de l'évaluation d'une maison. Par contre, le nord du chemin d'Oka, bien, le compte de taxes, l'évaluation va quand même continuer à grandir. Le compte de taxes va être en fonction de l'évaluation. Donc, le fardeau fiscal risque de se transférer vers la zone qui va être non inondable. Parce que les besoins de la municipalité vont rester pareils. Parce que les gens au sud du chemin d'Oka, même si demain matin ils tombent dans une zone inondable, ils ne disparaîtront pas, ils ne déménageront pas, ils vont rester là parce que c'est pas vrai que tout le monde va vendre leur maison ou va démolir sa maison puis aller habiter ailleurs. Fait que le milieu de vie où est-ce que les gens sont va être présent et les gens vont continuer à être là et les besoins de la municipalité, je veux dire l'entretien de nos parcs, l'entretien de nos espaces, l'entretien de nos infrastructures va être toujours au rendez-vous. Puis les besoins grandissent, les coûts aussi augmentent. Donc, c'est clair que les revenus de la municipalité vont devoir augmenter. Et puis, s'il y a moins de gens qui participent, mais il y en a d'autres gens qui vont plus participer. Il va y avoir aussi des impacts assurément sur les assurances parce que, je veux dire, on a un code postal à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le Jonipo, bien,
oubliez tous les gens, là, si vous voulez faire une soumission en ligne rapide là, avec vos assureurs, là, oubliez ça. Là, parce que si vous faites ça en ligne, Jonipo là, va vous sortir, puis ça va être... vous allez être dans la même situation que la zone inondable. C'est clair que vous allez devoir parler à un agent et devoir parler à quelqu'un et convaincre que vous n'êtes pas dans cette zone-là. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des impacts. Puis, ultimement, par solidarité envers nos concitoyens qui vont se retrouver du jour au lendemain dans cette situation-là, je pense que vous devez vous lever puis venir signer la pétition juste en appui par solidarité envers ces citoyens-là. Donc, j'étais au Super C, moi, la fin de semaine passée, dimanche, là, j'ai passé de 10h30 à 2h30 au Super C à récolter des signatures. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit non, je ne signe pas ça. C'est correct. Mais la grande majorité, vous êtes là, puis il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah oui, j'ai reçu le papier, il est sur le comptoir, je suis content que vous soyez là, mais cette semaine, là, prenez 5 minutes. » C'est pas long, là, on finit de travailler, on bifurque à l'hôtel de ville, on bifurque à la bibliothèque. Venez avec les enfants à la bibliothèque, venez signer la pétition. Ça va vous prendre 5 minutes. Puis c'est un 5 minutes qui est bien important, puis c'est un 5 minutes qui va être bien important pour des gens qui risquent de se retrouver dans cette situation-là. Fait que voilà, c'était mon plaidoyer pour inviter les gens qui ne sont plus ou moins concernés à venir signer la pétition. Une question de Marilyn Guy sur la 37e avenue. Est-ce que la Ville prévoit faire une suggestion ou une demande au gouvernement fédéral d'ajouter un viaduc et sortie d'autoroute sur Lorette-Théoret, car elle allégerait la circulation sur des promenades et sur le chemin d'Oka? OK. Ça, c'est juridiction provinciale. C'est le MTQ, Ministère des Transports du Québec. Il faut comprendre que la Ville a déjà fait une demande, mais je suis assez pessimiste sur ce dossier-là parce qu'il faut comprendre qu'à Terrebonne, Urbanova, il y a un viaduc qui va se faire là, pour desservir là, le côté, la direction ouest de l'autoroute 640. Et c'est 100% la Ville qui assume la facture, puis ils sont aux alentours d'un projet d'à peu près 50 millions. Là. Et si je ne me trompe pas, là, on va dire entre 40 et 50 millions. Donc, c'est sûr que demain matin, si on a un projet d'un viaduc pour une entrée d'autoroute à 50 millions, ou même 30, on va le mettre à 30 parce qu'on le fait plus, on le fait moins, avec moins de flafla. À 30 millions, je pense on n'embarquera pas. On a tellement d'investissements à faire ailleurs. Ce soir, là, on vient de mettre, on a déposé un projet de règlement pour des investissements de 7 millions dans des parcs. On ne couvre même pas l'ensemble des parcs. Là. Le parc municipal, là, dans ce projet-là, c'est que de la réfection. Là. On n'est même pas dans du nouveau parc municipal. Il y a de la création de parcs aussi qu'on doit faire. Puis ça, je vous ai juste parlé des parcs. Là. Je veux dire, on ne parle pas de stations de pompage, on ne parle pas d'aménagement de trottoirs, de rues, d'explosion de coûts aussi au niveau de différentes facettes. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des actions qu'on peut prendre sur le boulevard des Promenades. Ça m'amène à vous dire qu'il y a quelque part en 2025 ou peut-être 2026 l'arrivée d'un certain REM. On ne sait pas trop quand est-ce qu'il va arriver, là, mais le REM va quand même nous aider à une certaine fluidité parce qu'il y a des gens qui ne prendront plus leur auto, mais qui vont prendre le transport en commun pour accéder au REM et prendre le REM. Mais inévitablement, il y a des investissements qui vont devoir se faire sur le boulevard des Promenades pour capter tous les gens qui vont aller au REM. Fait qu'on a des discussions avec l'ARTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain, puis on souhaite que justement qu'il y ait peut-être une coordination des feux de circulation et à moyen et long terme, peut-être des investissements là, à faire sur le boulevard des Promenades. Une question de Martin Pelletier, rue du Chinook. J'aimerais savoir si la Ville compte faire une campagne de sensibilisation à propos de la salubrité sur les rues et chemins principaux comme le boulevard des Promenades, chemin d'Oka et particulièrement l'entrée de la 640 au bout du boulevard Lorette-Théoret.
c'est pas prévu. M. Pelletier, vous m'avez envoyé un courriel, je pense à M. Boyer, à moi, concernant ça. Ça va être amené au comité, à la commission de travaux publics, assurément, services techniques. Mais à court terme, on n'a pas de planification sur une campagne de sensibilisation de cette sorte-là. Mais soyez assurés que ce point-là va être amené à la commission des travaux publics, c'est sûr. C'est tout pour Facebook. C'est tout. Monsieur Léger, il y a quelqu'un qui vous a donné 5 minutes? Non, mais oui, c'est ça. Moi, c'est juste pour un éclaircissement. La personne qui avait posé la question pour les égouts pluviales côté sud du chemin d'Oka. Là, je ne sais pas quand est-ce que les projets que vous aviez préparés étaient prévus pour être consultation des citoyens. Est-ce que c'est en 2025, 2026? Mais c'est sûr que la consultation va être plus au niveau du règlement d'emprunt, là, parce qu'il risque d'avoir un règlement d'emprunt sectoriel. Il faut comprendre que c'est pas juste le sud du chemin d'Oka. Il y a des rues aussi au nord du chemin d'Oka qui vont être touchées, là, parce que il y a la 35e, il y a la 8e, 6e, là, dans ces coins-là aussi qui ont plus ou moins de pluviales. Mais la consultation, il va y avoir des séances d'information, assurément, mais la consultation sur le projet en tant que tel, je pense pas, là, parce que, je veux dire, la modélisation, on peut pas revenir sur la modélisation. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une consultation sur le règlement d'emprunt. Ça, c'est sûr et certain. Puis je m'attends à ce que ça fasse quand même du remous parce que c'est un projet qui va coûter plusieurs dizaines de millions de dollars. Okay, mais j'essaie juste de comprendre parce que dans une des lectures, j'avais fait ça, un document que vous aviez mis, il semblait avoir un impact pour que ce projet-là puisse se réaliser selon que va déterminer le gouvernement par rapport à la zone inondable. Oui. Parce que quand la personne a posé cette question-là, j'ai dit, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit attendre que le gouvernement statue sur notre zone inondable? On n'est pas trop retardé parce qu'il y a quand même, là, des bassins de taxation qu'il va falloir que la Ville fasse. Il y a pas une priorité, mais plus un ordre d'idée sur les phases, le nombre de phases qu'on veut mettre de l'avant parce que c'est un projet qui est vraiment, vraiment important puis qui a un impact. Fait qu'on n'est pas... Si c'est adopté en mars ou quelque part en début de l'année, on n'est pas retardé, mais dépendamment du type de règlement qui va être adopté, mais peut-être que certaines de nos modélisations ne seront plus ou ne tiendront plus la route. Puis dépendamment, parce que là, techniquement, présentement, dans le milieu hydrique, puis milieu hydrique, c'est toutes les zones inondables confondues, là, que ça soit très haut risque ou faible risque, il n'y a plus aucun déblai remblai qui peut être fait. Et puis, il ne faut pas toucher au sol. Mais je veux dire, si on implante un réseau pluvial, on doit creuser partout, puis on doit excaver. Fait qu'il y a ça aussi là, est-ce que ça va prendre des autorisations spéciales du gouvernement pour faire ça? Est-ce que les conduites vont devoir être faites en fonction d'un milieu qui a de l'eau, donc avoir un réseau étanche, pluvial? On a plein de questions qui sont comme sans réponse présentement, mais qui peuvent faire une énorme différence si c'est adopté tel quel. Là. Parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question sur Facebook? Une petite dernière? Une petite dernière. Monsieur Fernando Barao sur la 24e avenue. Finalement, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Merci d'essayer de sensibiliser les gens au nord du chemin d'Oka. Ah, ben voilà. Merci. On essaye, puis on est rendu à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Lynn Surprenant, je le propose. Parfait. Puis encore une fois, je vous invite grandement à aller signer la pétition.
C'est un geste, je ne répéterai pas ce que j'ai dit, mais 5 minutes, c'est pas long dans une semaine. Là. Vous avez 5 minutes. Déposez votre téléphone, puis venez nous voir 5 minutes pour signer la pétition. Pardon? Oui, puis dites-leur merci. Parlez-en à vos voisins, à vos amis. Faites des publications sur Facebook. Idéalement, là, il faut aller chercher au moins 1000 signatures de plus. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée.